Les allées sombres. Ivan Bounine. Par une journée froide et pluvieuse d'automne, sur l'une des grandes routes de la province de Toula, inondée par les pluies et défoncée par de nombreuses ornières sombres, roulait une lourde voiture. Couverte de boue, la capote à moitié relevée, attelée à 3 chevaux très ordinaires dont on avait accroché la queue pour qu'elle ne se souillât pas dans l'eau du chemin. Elle vint s'arrêter devant un long bâtiment en bois dont une partie était réservée aux chevaux de poste et dont l'autre, privée, servait d'auberge où l'on pouvait se reposer ou demander à boire du thé. Un robuste paysan, au visage tanné et à l'air bourru, la taille serrée dans sa blouse, était juché sur son siège de cocher, et avec sa barbe noire et clairsemée, on aurait dit un brigand de l'ancien temps. Dans la voiture se trouvait un vieux militaire qui avait belle allure, dans sa grande casquette et son manteau gris à col de castor montant à la Nicolas Ier. Si le sourcil était encore noir, ses moustaches qui rejoignaient ses favoris étaient bien blanches. Il avait le menton rasé et tout dans son allure faisait penser à Alexandre II, ressemblance si recherchée parmi les militaires sous le règne de celui-ci. Il en avait aussi le regard tout à la fois inquisiteur, austère et las. Quand les chevaux s'arrêtèrent, on vit surgir de la voiture une botte à tige droite, relevant les pans de son manteau de ses mains gantées de daim. Le voyageur sauta sur les marches du relais. « À gauche, votre Excellence !» lui lança de son siège le cocher d'une voix rude, et l'homme se courba un peu pour franchir le seuil de la porte, traversa l'entrée, et sur la gauche passa dans la salle. L'endroit était parfaitement tenu, et l'on s'y sentait bien au chaud et au sec. Sous l'icône dorée toute neuve, accrochée dans le coin gauche, des bancs bien propres entouraient une table recouverte d'une nappe impeccable de toile écrue. À droite, au fond de la salle, tout un angle était occupé par un grand poêle fraîchement blanchi à la chaux, au pied duquel était appuyé une sorte de divan recouvert de housses colorées. Venant du poêle, une délicieuse odeur de potée mêlait le chou bouilli, la viande de bœuf et la feuille de laurier. Le nouveau venu jeta son manteau sur un banc, et il apparut encore plus svelte, vêtu de son seul uniforme et de ses bottes. Puis il retira ses gants et sa casquette, passa d'un geste las sa main maigre et blanche dans ses cheveux gris, légèrement bouclés qui frisaient un peu sur les tempes, vers le coin des yeux. Son beau visage allongé, aux yeux sombres, gardait par endroits des traces de petites vérolles. Il n'y avait personne dans la salle. Il entr'ouvrit la porte de l'entrée et cria d'une voix désagréable. « Y a-t-il quelqu'un là-dedans » Aussitôt apparut dans la salle une femme aux cheveux sombres, aux sourcils noirs, comme les siens, et comme lui d'une beauté qui n'était plus celle de son âge. Elle ressemblait à une vieille tzigane, avec son duvet qui lui ombrait les joues et la lèvre supérieure. Sa démarche légère malgré sa corpulence, sa forte poitrine sous sa veste rouge et le triangle de son ventre, tel le jabot d'une oie, qui tendait une jupe de laine noire. « Soyez le bienvenu, votre Excellence, dit-elle. Désirez-vous manger ou boire du thé ?» L'homme regarda furtivement ses épaules rondes, ses pieds menus dans ses souliers tatars rouges et usés, et eut une réponse brève et distraite. « Du thé. Tu es l'aubergiste ou la servante ?»« L'aubergiste, votre Excellence. »« Tu veux dire que tu fais marcher la maison toute seule ?»« C'est ça, toute seule. »« Comment ça se fait que tu sois seule? Tu es veuve ou quoi ?»« Non, votre Excellence, mais il faut bien vivre. Moi j'aime ça, tenir une auberge. »« Ah bon, je vois. C'est bien. Faut dire que c'est propre chez toi. C'est agréable. » Elle ne le quittait pas du regard et fronçait légèrement les sourcils. « C'est que j'aime aussi ce qui est propre, dit-elle. J'ai appris à me conduire dans les grandes maisons. Je peux avoir quelques manières décentes, Nicolas Alexeïevitch. » Il eut un haut-le-corps, écarquilla les yeux et devint tout rouge. « Nadejda, c'est toi » s'exclama-t-il. « C'est moi.
Nicolas Alexeïevitch, répondit-elle. Oh mon Dieu, dit-il en s'asseyant sur le banc, sans la perdre des yeux. Qui aurait pu croire? Il y a combien d'années? 30? 35 ans? 30, Nicolas Alexeïevitch. J'ai 48 ans maintenant. Et vous devez avoir dans les 60. Oui, par là. Mon Dieu, comme c'est étrange. Qu'est-ce qui est étrange, monsieur? Mais tout ça, tu ne comprends pas? Son air fatigué et distrait avait maintenant disparu. Il se leva, se mit à arpenter résolument la salle, les yeux fixés au sol, puis s'arrêta, et sous ses mèches grises, son front rougit encore davantage. « Je ne sais rien de toi depuis cette époque, dit-il. Comment en es-tu arrivé là? Pourquoi n'es-tu pas resté chez tes maîtres? Ils m'ont rapidement affranchi après votre départ. Et où es-tu allé après? Oh, c'est une longue histoire, monsieur. Tu dis que tu n'as pas été marié? Non, jamais. Et pourquoi? Belle comme tu étais. Je ne pouvais pas. Comment cela? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère bien que vous n'avez pas oublié que je vous aimais. Il rougit jusqu'aux larmes, se renfrogna et se remit à marcher. Tout passe, ma chère, murmura-t-il. L'amour comme la jeunesse, tout. C'est une histoire banale, toute simple. Avec le temps, tout s'en va. Comment c'est dit déjà dans le livre de Job? Et tu t'en souviendras comme d'une eau écoulée. Ça dépend pour qui, Nicolas Alexeïevitch. Je veux bien que la jeunesse passe pour tout le monde, mais l'amour, c'est une autre affaire. Il releva la tête, s'arrêta de marcher et avec un sourire douloureux, lui dit « Mais tu ne pouvais pas m'aimer toute ta vie ?» La preuve que si, c'est la seule chose qui m'ait fait vivre durant toutes ces années. Je savais bien qu'il y avait longtemps que vous n'étiez plus le même, que pour vous, tout cela n'avait rien été. Et pourtant, c'est trop tard pour les reproches. Mais quand même, il faut bien reconnaître que vous m'avez abandonné bien cruellement. Bien des fois, j'ai voulu me donner la mort à cause de cette seule offense, sans parler de tout le reste. N'oubliez pas, Nicolas Alexeïevitch, qu'il y eut une époque où je vous appelais mon petit Nicolas. Et vous souvenez-vous du nom que vous me donniez? Et tous ces vers que vous me récitiez si gentiment à propos de je ne sais quelles allées sombres, ajouta-t-elle avec un mauvais sourire. Ah, comme tu étais jolie, dit-il en hochant la tête, si belle, si passionnée. Quelle taille, quels yeux tu avais. Tu te souviens comme tout le monde te regardait? Je m'en souviens, monsieur. Mais vous aussi, vous étiez superbe. Et c'est à vous, et à vous seul que j'ai offert ma beauté et ma passion. Cela peut-il s'oublier? Ah, tout passe, on oublie tout. Tout passe, mais on n'oublie pas tout. Il se détourna et s'approcha de la fenêtre. Va-t'en, dit-il, va-t'en, s'il te plaît. Il sortit un mouchoir, le porta à ses yeux, et dans un souffle il ajouta. Le tout, c'est que Dieu me pardonne. Toi, c'est déjà fait, je vois. Elle alla vers la porte et s'arrêta. Non, Nicolas Alexeïevitch, je n'ai pas pardonné. Et puisque nous en sommes à parler de nos sentiments, je vous dirai franchement que je n'ai jamais pu vous pardonner. Personne ne m'a jamais été plus précieux que vous, ni alors, ni par la suite, et c'est pour cela que je ne peux pas. Mais à quoi bon remuer tout ce passé? Ça ne fera revenir personne. Oui, tu as raison, c'est inutile. Demande qu'on a-t-elle, répondit-il en s'éloignant de la fenêtre. Il était redevenu sombre. Je veux seulement te dire une chose. Ne crois surtout pas que j'ai été heureux dans ma vie. Je ne l'ai jamais été. Je vais peut-être te blesser, pardonne-moi, mais il faut que je t'avoue que j'ai aimé ma femme à la folie. Et elle m'a trompé et m'a abandonné de façon bien plus humiliante que moi je ne t'ai quitté. J'ai adoré mon fils. Que d'espoir n'ai-je pas mis dans cet enfant? Et tout cela pour un misérable noceur sans scrupules, un sans-cœur dépravé et insolent. D'ailleurs, ça aussi ce n'est qu'une histoire banale et pas très belle. Porte-toi bien, mon ami. Je crois bien qu'avec toi, j'ai perdu ce que j'avais de plus cher au monde. Elle s'approcha de lui et lui baisa la main. Il fit de même. Fais atteler. Dans la voiture qui l'emportait, il était triste. Qu'elle était belle, songeait-il, qu'elle était fascinante. Il regretta son baiser et les derniers mots qu'il lui avait dits. Mais aussitôt, il eut honte de ses remords. Ne m'a-t-elle pas donné les meilleurs moments de ma vie? Un soleil pâle pointa au couchant. Le cocher faisait trotter ses chevaux, changeant constamment d'ornière afin de choisir la moins boueuse. Lui aussi était songeur. Il finit par dire, d'un ton grave et bourru, « Vous savez, votre Excellence, elle est restée longtemps à sa fenêtre quand nous sommes partis. Faut croire que vous la connaissiez depuis longtemps. »
Oui, Klim, depuis longtemps. Elle se débrouille bien, la bonne femme. Il paraît qu'elle s'enrichit, elle prête de l'argent. Ça ne veut rien dire. Comment ça ne veut rien dire? Qui n'a pas envie d'améliorer l'ordinaire? Si on prête à un taux honnête, il n'y a pas de mal à cela. Paraît que là-dessus, il n'y a rien à lui reprocher. Seulement, elle n'est pas commode. Si tu ne paies pas à temps, tant pis pour toi. Oui, tant pis pour toi. Pousse un peu tes chevaux. Allez, faudrait pas rater le train. Un soleil bas éclairait d'une lueur jaune les champs désolés, et les chevaux trottaient régulièrement en pataugeant dans les flaques. Ses sourcils noirs froncés, il regardait leur fer briller parmi les éclaboussures, et il pensait « Oui, tant pis pour toi. Oui, bien sûr, les meilleurs moments de ma vie. Non seulement les meilleurs, mais des moments vraiment merveilleux. » Et dans les allées sombres, rouges parmi les tilleuls, l'aubépine fleurissait. Mon Dieu, que se serait-il passé ensuite si je ne l'avais pas quitté? C'est ridicule. Cette Nadejda, cette aubergiste, à Pétersbourg, dans ma maison, ma femme, la mère de mes enfants. Et, fermant les yeux, il secoua la tête. Le Caucase, Ivan Bounine. J'arrivai à Moscou et m'installai furtivement dans un hôtel discret d'une ruelle de l'Arbat, où je vécus en ermite, languissant entre deux rendez-vous avec elle. Elle ne vint qu'à 3 reprises pendant ces quelques jours. Elle entrait à chaque fois d'un pas précipité en disant « Je n'ai qu'un instant ». Elle était pâle, de cette pâleur sublime de la femme bouleversée qui aime, et la voix lui manquait. La façon qu'elle avait de se débarrasser de son parapluie et de relever hâtivement sa voilette pour m'embrasser me transportait d'extase et de tristesse. « J'ai l'impression, disait-elle, qu'il soupçonne et même qu'il sait quelque chose. Peut-être a-t-il lu une de vos lettres, trouvé la clé de mon bureau. Avec son caractère orgueilleux et cruel, je le crois capable de tout. Un jour, il m'a dit sans détour qu'il ne reculerait devant rien pour défendre son honneur d'époux et d'officier. À présent, je ne sais pourquoi, il suit littéralement chacun de mes pas. Et, pour que notre plan réussisse, je dois être extrêmement prudente. Il consent maintenant à me laisser partir tellement je l'ai persuadé que je mourrais si je ne voyais le midi et la mer. Mais pour l'amour du ciel, soyez patient. Notre projet était audacieux. Partir par le même train pour la côte caucasienne et y passer 3 ou 4 semaines dans un endroit complètement sauvage. Je connaissais cette côte pour avoir dans ma jeunesse séjourné seul quelque temps près de Sotchi. Et j'avais gardé à jamais dans ma mémoire ces soirées d'automne parmi les cyprès noirs, le long des vagues froides et grises. Elle pâlissait lorsque je lui disais « À présent, nous allons être ensemble dans la jungle des montagnes, au bord d'une mer tropicale. » Jusqu'à la dernière minute, nous ne crûmes pas à la réalisation de notre plan, tant cela nous paraissait un bonheur trop grand. Une pluie froide tombait sur Moscou, et il semblait que l'été s'en était allé pour ne plus revenir. La ville était boueuse et sombre. Les rues brillaient de l'éclat humide et noir des parapluies ouverts et des capotes relevées sur les fiacres qui filaient. L'obscurité du soir était peu engageante alors que je me rendais à la gare. Tout en moi défaillait d'angoisse et de froid. Je traversais la gare et le quai au pas de course, mon chapeau enfoncé sur les yeux et le visage caché dans le col de mon manteau. La pluie tambourinait sur le toit du compartiment de première que j'avais réservé. Je me hâtais d'abaisser le rideau de la fenêtre, et dès que le porteur, après s'être essuyé la main sur son tablier blanc, eut pris son pourboire et fut parti, je fermai la porte au loquet. Puis j'écartai légèrement le rideau et restai immobile, les yeux fixés sur la foule contrastée et encombrée qui grouillait le long du wagon, dans la pénombre que perçait la lumière des réverbères de la gare. Nous étions convenus que j'arriverais le plus tôt, et elle le plus tard possible, afin de ne pas nous rencontrer sur le quai. À présent, il était l'heure. Ils auraient dû être là. Je regardais plus attentivement encore, mais il n'y avait toujours personne. La deuxième sonnerie retentit. Je fus saisi d'effroi. Était-elle en retard, ou l'avait-il retenue à la dernière minute?
Mais dans l'instant qui suivit, mon attention fut attirée par sa haute silhouette qui s'avançait à grands pas, sa casquette d'officier, sa longue capote et sa main gantée de daim qui la tenait par le bras. Je me reculai vivement de la fenêtre et me laissai tomber sur le coin du divan. Le wagon de 2e classe était à côté et je me le représentais y montant diligemment avec elle, pour voir si le porteur l'avait bien installé, ôtant son gant, enlevant sa casquette, l'embrassant, la bénissant. La 3e sonnerie m'assourdit, et lorsque le train s'ébranla, une torpeur m'envahit. Le train accélérait, cahotait, tanguait, puis il fila régulièrement, à pleine vapeur. Et c'est d'un geste machinal que je glissai un billet de 10 roubles dans la main du contrôleur qui me l'amena et transporta ses bagages. En entrant, elle ne m'embrassa même pas. Se contentant de sourire tristement, elle s'assit sur la banquette et enleva les épingles qui retenaient son chapeau. « Je n'ai rien pu prendre à midi, dit-elle. Je pensais ne pas pouvoir soutenir jusqu'au bout cette affreuse comédie, et je meurs de soif. Donne-moi du narzan, demanda-t-elle, en me tutoyant pour la première fois. Je suis sûr qu'il va me suivre. Je lui ai donné 2 adresses, une à Gelendzhik et une à Gagri. Eh bien, dans 3 ou 4 jours, il sera à Gelendzhik. Qu'il aille au diable, après tout. Plutôt la mort que ce calvaire. Le matin, quand je sortis du compartiment, le couloir était inondé de soleil. Il y faisait une chaleur suffocante et, des cabinets de toilette, venaient des senteurs de savon, d'eau de Cologne et toutes les odeurs matinales d'un wagon plein de monde. Derrière les fenêtres surchauffées et grises de poussière, défilait la steppe brûlée et monotone. On voyait de larges routes poudreuses et des charrettes tirées par des bœufs. Les maisons de garde-barrière filaient, avec les ronds jaunes canaris des tournesols et l'écarlate des mauves sauvages dans les jardins. Vinrent l'étendue infinie des plaines nues, parsemées de tumuli et de tertres funéraires sous le soleil desséchant et insoutenable, le ciel pareil à un nuage de poussière, et bientôt les spectres des premières montagnes à l'horizon. Elle lui envoya une carte de Gelendzhik, puis une de Gagri, en lui disant qu'elle ne savait pas encore où elle s'arrêterait. Nous longeâmes la côte en descendant vers le sud. Nous découvrîmes un endroit comme aux origines, couvert de forêts de platanes, de buissons en fleurs, d'acajou, de magnolias et de grenadiers parmi lesquels se dressaient les cyprès noirs et des palmiers comme des éventails. Je me réveillai tôt, et pendant qu'elle dormait encore, je me promenais dans les collines et les forêts épaisses, jusqu'au moment du thé que nous prenions vers 7 heures. Le soleil brûlant, radieux et pur, était déjà haut. Une brume parfumée, qui brillait comme de l'azur, se glissait parmi les arbres, puis se dissipait. Au-delà des sommets boisés, étincelait la blancheur éternelle des montagnes enneigées. Au retour, je passais par le marché de notre village, où la chaleur se mêlait à l'odeur du fumier séché, qui s'échappait des cheminées. On y commerçait ferme, on s'y bousculait au milieu des gens, des chevaux et des ânes. Le matin, il y avait là des montagnards en grand nombre, venus de tribus différentes. Les jeunes Tcherkesses marchaient gracieusement dans leurs longues robes noires et leurs sandales rouges. Elles avaient la tête prise dans des tissus noirs, comme pour le deuil, d'où s'échappait parfois, furtivement, leur regard d'oiseau. Ensuite, nous allions au bord de l'eau, où il n'y avait jamais personne. Nous nous baignions et restions allongés au soleil jusqu'au repas. Après le déjeuner fait de poissons grillés, de vin blanc, de noix et d'autres fruits, dans la pénombre torride de notre pavillon, sous le toit des tuiles, des raies de lumière s'allongeaient gaiement à travers les persiennes brûlantes. Quand la chaleur tombait, nous ouvrions la fenêtre, et la bande de mer entre les cyprès qui montaient du talus, en contrebas, virait au violet avec une eau si régulièrement calme qu'il semblait que cette paix et cette beauté ne devaient pas avoir de fin. Souvent, au couchant, d'étonnants nuages s'amoncelaient au-delà de la mer. Il flambait de lueurs si majestueuses qu'il lui arrivait de se coucher sur le canapé et de se couvrir le visage d'une écharpe de gaze pour pleurer. Encore 2 ou 3 semaines, et ce serait à nouveau Moscou. Des lucioles jetaient leurs reflets scintillants de topaze dans l'obscurité profonde des nuits chaudes et sombres, toutes résonnantes des carillons cristallins des rainettes. Lorsque l'œil s'était accoutumé à la pénombre, les étoiles et les crêtes des montagnes se détachaient dans le ciel, et, au-dessus du village, se dessinaient des arbres que nous n'avions pas remarqués le jour. Toute la nuit, on entendait, venant de la taverne, le roulement sourd d'un tambour, et, comme mêlé à lui en une complainte sans fin, une lamentation rauque et mélancolique disait un bonheur désespéré. Tout près de nous, au flanc du talus qui descendait de la forêt vers la mer, un petit ruisseau transparent bondissait sur son lit de pierre. Qu'il était magique lorsque son éclat bouillonnait en se brisant, à l'heure secrète et tardive où la lune, telle une créature merveilleuse, le fixait du haut des montagnes et des forêts.
Parfois, la nuit, d'effrayantes nuées descendaient des sommets. La tempête se déchaînait. Dans les noirceurs sépulcrales des forêts sonores s'ouvraient parfois de verts abîmes enchantés, et des coups de tonnerre antédiluviens déchiraient la voûte du ciel. Alors, dans les bois, les jeunes aigles se réveillaient en glatissant. On entendait rugir les panthères et japper les chacals. Une fois, une meute entière s'approcha de notre fenêtre allumée. Par ces temps-là, les chacals se réfugient toujours près des habitations. Nous ouvrîmes la fenêtre pour les regarder. Ils restaient là à japper sous l'averse brillante, comme s'ils nous demandaient de les laisser entrer, et en les voyant, elles versaient des larmes de joie. Il la chercha à Gelendzhik, à Gagri et à Sotchi. Le lendemain de son arrivée à Sotchi, il se baigna le matin dans la mer Noire, se rasa, mit du linge propre, revêtit une tunique d'un blanc immaculé, déjeuna à la terrasse de son hôtel, but une bouteille de champagne, sirota un café avec un doigt de chartreuse et prit le temps de fumer un cigare. Revenu dans sa chambre, il s'étendit sur le divan, prit ses 2 revolvers et se tira une balle dans chaque tempe.